Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, si on veut finir à l'heure, il faut démarrer à peu près à l'heure. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la première conférence. Dans l'heure qui suit, on va parler banque postale, on va parler biodiversité, on va parler aussi Agotera parce qu'on s'est permis d'intervenir sur l'une des 9 conférences. On s'est dit, bon, quand même, on peut se faire ça. Merci Elodie, tu peux venir peut-être. Merci Elodie d'être avec nous aujourd'hui. Donc Elodie, tu es responsable RSE à la Banque Postale. On a commencé à travailler ensemble l'année dernière puisque vous avez offert un soutien à 7 agriculteurs, des agriculteurs en grande culture qui avaient du coup envie de changer leurs pratiques. Et puis je me souviens, tu es venu nous voir avec Mathieu il y a quelques mois dans nos bureaux de Villeneuve-d'Ascq parce qu'on est tous lillois. Et il y a quelques mois, on s'est dit, tiens, on va te parler de notre projet qui à l'époque était... encore vraiment un projet expérimental, on peut le dire, on a été assez audacieux de t'en parler. Et on t'a dit, voilà, on a l'envie de développer une méthodologie pour aller soutenir les agriculteurs, pas uniquement sur le volet carbone, mais vraiment de rajouter la brique biodiversité. Et du coup, merci de nous avoir fait confiance, parce que quelques mois plus tard, voilà, on avance. On va développer cette méthodologie et ensuite les premiers projets pilotes avec l'association Noé, dont Mélanie et Grégoire sont... Ah, Grégoire, voilà, je t'avais pas vu. Sont ici. Voilà, donc je vous laisse la parole. Mathieu, donc fondateur d'Agotera, et Elodie. C'est Mathieu de démarrer. Merci. Donc, on utilise le même format, 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions, et ensuite 15 minutes de pause. Ok, bonne conférence. Merci à tous d'être là, hyper heureux de vous retrouver. Est-ce qu'il y a éventuellement une zapette ou c'est toi qui passes les slides? Ok, génial. Alors, déjà je voulais commencer par une image qu'on m'a partagée à la sortie du Covid. Une histoire de vague, pas de surf, mais on voit lavez-vous les mains et tout ira bien. On voit une petite vague Covid-19, récession, changement climatique et effondrement de la biodiversité. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à l'assimiler et à la comprendre, notamment parce que je ne m'étais jamais posé sur les causes, déjà, de cet effondrement de la biodiversité, et notamment les risques que cela implique pour nous tous. Et c'est vrai, quand on parle biodiversité, on pense surtout à des petits animaux mignons. On pense aux petits pandas, aux petits phoques sur la banquise, à la maman ours avec ce petit ourson, c'est trop chaud. Et c'est vrai que c'est un fait scientifique, 80% des études s'intéressent aux animaux mignons, justement, et pas aux animaux moches. Et donc, ces animaux moches, qui font partie de la biodiversité, il faut le dire, sont moins protégés que les animaux mignons. Et quand on parle de biodiversité, et quand on s'intéresse, et c'était le propos de Marc-André Sellos, il faut avant tout s'intéresser à ce qui est sous nos pieds. 59% de la vie sur Terre est sous terre, justement. On peut dire que dans une cuillère à café de sol sain, il y a plus finalement d'organismes vivants que d'humains sur la Terre, juste dans une cuillère à café. Et un chiffre que vous pouvez retenir, c'est que aujourd'hui 95% de notre alimentation nous vient des sols. Et là, ça fait un peu comme un eureka. Si effectivement il y a 95% de nos assiettes qui sont concernées par ce sol vivant, à ce moment-là, si on détruit à petit feu nos sols, on a effectivement un grave risque. Et le deuxième lien que j'ai fait, c'est finalement le lien entre sol vivant et séquestration carbone. Et on peut dire que biodiversité et climat, même combat. Parce que en fait, le sol est aujourd'hui le premier puits de carbone terrestre au niveau européen. C'est même un potentiel plus important que nos forêts. Parce que nos sols, et notamment tous les micro-organismes, bactéries, champignons, vont venir décomposer la matière organique pour la transformer en humus par ce phénomène qu'on appelle la minéralisation. Et ce humus, c'est tout simplement du carbone stable qui va pouvoir être séquestré dans les sols de manière pérenne pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois, sauf si on y vient à le perturber justement. Et c'est le sujet notamment avec l'agriculture. L'agriculture, c'est l'histoire d'une contradiction,
C'est l'histoire finalement d'activités humaines qui vont avoir un impact négatif sur le climat, sur la biodiversité. L'agriculture aujourd'hui c'est 2% de notre PIB et c'est près de 20% de nos gaz à effet de serre. L'agriculture c'est 52% de nos sols qui sont dégradés et c'est dû à une seule chose, les pratiques agricoles qui ne sont plus adaptées. Pesticides, labour, substitution des engrais organiques par des engrais synthétiques et également la monoculture. Et c'est là où il y a une vraie contradiction, c'est qu'il existe une solution qui s'appelle l'agriculture régénératrice, où on peut accompagner nos agriculteurs pour changer leurs pratiques, séquestrer du carbone et régénérer nos écosystèmes vivants. Avec, à la clé, c'est Marc-André qui le disait, donc il est quand même plus qualifié que moi, mais énormément de co-bénéfices au niveau de l'air, de l'eau, et notamment sur notre santé. On en parle peu, mais c'est la clé de tout. Et l'effondrement de la biodiversité, non, ce n'est pas uniquement moins d'insectes sur votre pare-brise en départ de vacances. C'est bien plus que ça, et je voulais vous donner quelques chiffres. Et notamment, par commencer par peut-être le sujet, moi qui m'inquiète personnellement le plus, c'est la baisse des insectes pollinisateurs. Et c'est une extinction de masse, enfin, c'est pas quelques pourcents, c'est moins 70%. Les abeilles sont concernées, les papillons sont concernés, et le sujet, on se dit, bon, des petits insectes à la rigueur, bah non, c'est qu'en fait, ces insectes, ils pollinisent 75% de nos cultures. Et pas uniquement nos cultures, on va dire, humaines, mais également 80% des plantes sauvages. Donc en fait, si on tue les insectes, on n'a plus de pollinisation. Et on a habité, nous, avec Constance, 5 ans à Hong Kong. Et en fait, ils font quoi? Les Chinois, ils pollinisent à la main. Un peu dommage. Deuxième sujet, l'effondrement de la biodiversité avec les vers de terre. Les vers de terre, c'est... Constance? Du coup, merci. Un tiers de vers de terre en moins. C'est des écarts énormes. Donc ça, c'est des analyses de sol qui ont été faites récemment. On a 1 tonne de vers de terre dans des sols enherbés, des bordures enherbés du type prairie permanente, et on a plus que 50%, donc 20 fois moins, dans des parcelles labourées. Et là, on voit aussi le rôle de l'élevage qui est très important. Il faut continuer à soutenir, et je vois Jean-Baptiste dans la salle. Et il y a des conséquences à la perte de ces vers de terre, c'est notamment la perte de fertilité de nos sols, parce qu'en fait, le ver de terre va faire remonter les nutriments vers la plante et qui sont nécessaires à sa croissance. Et ensuite, Marc-André Sellos l'a souligné, on a moins de résilience puisque en fait, les vers de terre viennent faire ces nécessaires galeries qui vont venir absorber l'eau lors de fortes pluies et éviter des fortes inondations comme on a vu dans la vidéo. Et enfin, peut-être un dernier chiffre sur quelque chose qui est peut-être moins connu mais qui est tout aussi catastrophique, c'est la perte de la diversité génétique. En fait, ça c'est tout simplement, il y a 100 ans, le nombre d'espèces au niveau génétique qu'on avait sur les plus grandes cultures du type pois par exemple, et on voit qu'elle s'est effondrée de 75%. Et le problème c'est qu'en fait on met un peu tous nos œufs dans le même panier, quoi. On a un risque accru de maladie. Et face à ce risque, en fait, on réfléchit, ou pas trop, mais on fait du surtraitement préventif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui disent « Bon, je vais traiter contre mildiou, on ne sait jamais », mais c'est aussi parce qu'on a nos pommes de terre, on est parti sur des cultures industrielles, et du coup, on a moins de variétés, donc moins de résilience face à ces maladies. Et donc, je voulais reprendre mon image, et je pense et j'espère que c'est plus clair pour vous, comme ça l'a été pour moi. Et on voit que tout est lié. On voit que finalement les entreprises, notre société, notre alimentation va émettre différentes pressions sur la biodiversité, mais c'est assez contre-intuitif quand on pense que cette biodiversité rend ces services écosystémiques qui nous permettent de vivre, aux entreprises de perdurer, puisque une grande étude là, qui est sortie par un assureur mondialement connu dit qu'il y a plus de 53% du PIB qui repose uniquement sur la biodiversité. Et donc nous, chez Agotera, on s'est donné une mission, ça fait 5 ans qu'on existe, mais c'est justement de proposer à des entreprises qui ont envie de s'engager très concrètement sur ces sujets de biodiversité, comme la Banque Postale, de soutenir des agriculteurs dans les champs
en mettant des pratiques agroécologiques. Et je vais laisser d'abord Banque Postale présenter, Élodie, et puis ensuite on reviendra à notre sujet biodive et mesures. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc Élodie Ripoll, Banque Postale. Vous pouvez déjà vous demander légitimement ce que vient faire une banque et la Banque Postale dans cette histoire d'agriculture, parce qu'on n'est pas sur notre chaîne de valeur évidemment. Donc je vais me permettre simplement de faire un petit retour sur nos différents engagements, nos ambitions. L'idée c'est pas de vous dire à quel point on est formidable à la Banque Postale, c'est plutôt de vous expliquer d'où on part et comment on veut se donner les moyens d'y arriver. Premier point sur ce sujet, c'est la Banque Postale, on est une entreprise à mission depuis février 2022. On a suivi les engagements de notre maison mère, le groupe La Poste. Être entreprise à mission, on le voit partout. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement pour nous ? Ça veut dire qu'on a 14 indicateurs identifiés qui couvrent l'intégralité de la RSE, comme on l'entend, en tout cas du pilier environnemental, social et sociétal appliqué à notre activité. Et donc on est 2 fois par an, parce qu'on a fait le choix d'être audité 2 fois par an de façon volontaire. Normalement c'est un audit, nous on en a 2 par an. On aime se faire un petit peu de mal sur des audits. On a ces audits qui vont venir contrôler l'atteinte de ces indicateurs et évidemment les moyens qu'on met derrière très concrètement en œuvre pour les atteindre. Quelque chose de très classique, mais c'est important de le rappeler, puisque c'est significatif dans la façon dont après on structure notre activité et dont on va faire des choix, parfois des choix de renoncement dans notre modèle. Le second engagement que je voulais vous préciser, effectivement c'était la slide suivante, c'est notre trajectoire de décarbonation. Si vous y étiez dans la salle tout à l'heure, on a beaucoup parlé de décarbonation, engagement, réduction, standard SBTi, plein d'acronymes et de termes très techniques pour dire quoi ? Pour dire qu'on a l'ambition de réduire notre empreinte carbone. Donc là, on est vraiment sur du pur carbone. À l'horizon 2030, pour un objectif de moyen terme. Et puis à l'horizon 2040, sur du long terme. Évidemment, vous le voyez sur la courbe, le long terme 2040, ça va nécessairement supposer qu'on réinterroge totalement notre activité, la façon dont aujourd'hui on finance et dont on investit quotidiennement. J'y reviendrai potentiellement s'il y a des questions dessus, mais l'idée derrière, c'est de vous dire qu'on a une ambition forte de réduire, et notamment sur l'intégralité de notre périmètre, 43,6 scope 1 et 2, et moins 25% sur notre scope 3, donc les émissions indirectes. Voilà, ça c'est l'engagement carbone. Et puis on l'a dit, et Mathieu l'a évoqué très justement, il y a le sujet du carbone, mais il y a aussi, peut-être même et surtout, le sujet de la biodiversité. Et là aussi, on essaie d'être pionnier et d'être engagé et de prendre des engagements forts. On est l'une des premières entreprises à avoir mesuré notre empreinte biodiversité avec l'outil GBS de la CDC Biodive. Vous le connaissez peut-être, hein, c'est un outil relativement technique qui nous permet de dire aujourd'hui notre activité bancaire, donc aussi bien le périmètre opérationnel que notre catégorie 15 du scope 3 pour ceux qui sont à l'aise avec cette structuration, qu'est-ce qu'elle représente en termes d'impact négatif sur la biodiversité. Et ça, c'est nouveau, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de le mesurer, de le chiffrer, et derrière de mettre en place des actions qui vont permettre de, peut-être pas de réduire, ou en tout cas d'avoir conscience de cet impact et de travailler à une contribution positive par ailleurs. Je ne parle pas de compensation, vous l'aurez noté, j'ai bien écouté la conférence juste avant. Donc là, je vous ai vraiment positionné nos engagements et vers quoi on veut aller. Maintenant, la question, c'est le comment, et c'est peut-être celle-ci qui est la plus importante aujourd'hui. Le comment, on l'a notamment structuré, et c'est assez novateur pour une banque et pour une entreprise en France. Hein, on est parmi les seules entreprises à avoir structuré le sujet de cette façon. On a un fonds interne qu'on appelle le fonds Impact Climat et Biodiversité. Donc vous le voyez, hein, là on fait bien le sujet carbone et le sujet biodiversité. Un fonds qui est doté chaque année et qui nous permet de répondre à l'ensemble de nos engagements et de se donner les moyens, et quand je dis les moyens, c'est vraiment les moyens financiers, hein, c'est un fonds qui n'est pas doté à 100 € entre nous, et qui nous permet vraiment d'atteindre cette ambition qu'on se fixe. Comment il est structuré ce fonds ? Il a 2 composantes. Une composante réduction, donc vraiment une composante plus interne sur laquelle on va aller financer des projets de réduction, des projets parfois de réinterroger, notamment avec nos directions qui font nos offres et nos solutions, réinterroger notre modèle, renoncer, encore une fois j'y reviens souvent à cette notion de renoncement, mais je pense qu'on l'entend trop peu dans nos échanges et dans nos travaux. On entend beaucoup la réduction, on entend la contribution, la compensation, on n'entend pas le renoncement, et je pense que si on veut atteindre l'objectif à 2040, et si on veut aller dans la bonne direction, il faut renoncer. Donc on a toute cette partie interne où on va financer ces activités de transformation chez nous. C'est évidemment le gros des travaux, et c'est ce vers quoi on tend. Et puis on a toute cette partie qui nous intéresse aujourd'hui, notamment la partie externe, qui est plutôt la partie contribution.
Donc là encore, je ne parle pas de compensation, tout simplement parce que quand on contribue, on n'est pas du tout dans cette logique de 1 pour 1. J'ai émis par ailleurs 1 tonne et je vais chercher un petit peu cette tonne, cette émission résiduelle à la compenser. On n'est absolument pas dans cette logique et les volumes n'y sont pas de toute façon. On est plutôt à se dire... Ok, on n'a pas un sujet chaîne de valeur, on n'est pas en train de travailler avec nos fournisseurs. Ok, on n'a pas un sujet compensation, mais pour autant on a une responsabilité. Aujourd'hui, on a un impact qu'on est capable de mesurer et de le documenter de façon scientifique. On veut contribuer par ailleurs positivement. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se donner bonne conscience. Encore une fois, on n'est absolument pas dans ce sujet-là. On est simplement en train de se dire, on est une banque, on a les moyens d'accompagner les transitions, d'être un acteur qui donne du poids sur les territoires, qui donne du poids pour accompagner des propriétaires forestiers quand on est sur des projets forestiers et des exploitations agricoles quand on est sur des projets agricoles. Allons-y et finançons ces projets qui ont de la valeur et qui permettent de rendre très concrète la transition qu'on veut porter par ailleurs dans notre activité. Et puis, simplement un dernier point que j'aime bien rappeler aussi, je vous parle de l'interne, je vous parle des projets de contribution, mais je vais aussi vous parler d'une composante, et c'est un petit peu le travail qu'on a avec Noé, d'accompagner des dispositifs un peu plus innovants, un peu plus, j'appelle ça exploratoire, c'est un peu pompeux, qu'est-ce qu'on dit derrière ? C'est simplement qu'il y a des méthodos qui sont en cours de rédaction, il y a des acteurs qui essaient de faire bouger les lignes, mais qui parfois manquent de financement. C'est très concret, on a toutes les expertises, mais parfois ces expertises, il faut les payer. Et on a très peu de financeurs aujourd'hui qui acceptent d'aller financer des méthodologies label bas carbone, qui acceptent de financer des méthodologies sur des certificats biodiversité. Et donc nous, on veut aussi allouer une partie de notre fonds à l'accompagnement de ce type de dispositif, parce qu'on est convaincu qu'il faut des acteurs pionniers comme nous, et on aime bien au sein du groupe La Poste parler d'entreprise engagée, ce qu'on est, mais d'être aussi une entreprise engageante, c'est-à-dire qu'on va embarquer tous les acteurs de bonne volonté qui veulent faire des choses dans ces dispositifs. Donc en bas, je vous le mets, si vous voulez faire un petit calcul mathématique tout à l'heure, le fonds, comment il est alloué, c'est 60 € la tonne, un prix qu'on a fixé en interne et qui se calcule sur la base de notre bilan carbone. Donc un montant significatif qui nous permet d'avancer assez sereinement sur ces sujets de contribution et de réduction en interne de notre empreinte. Sur la contribution externe, pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, je vous parle de projets de contribution, qu'est-ce qu'on a derrière ? Concrètement, c'est 22 projets forestiers qu'on accompagne. On est sur des projets labellisés bas carbone à chaque fois. On a commencé depuis 2015, je ne voulais pas préciser, mais depuis 2015, on les finance, ces projets. Chaque année, on ajoute de nouveaux projets à notre portefeuille. On était le premier acteur à financer du label bas carbone. On est aujourd'hui un des acteurs qui finance le plus en termes de nombre de projets, en termes d'hectares couverts, en termes d'argent mis sur la table, le label bas carbone. Les projets forestiers avec le CNPF et avec la Société forestière qui sont nos 2 partenaires de confiance là-dessus. Et puis nos projets agricoles avec Agoterra depuis 2 ans maintenant. On travaille vraiment à trouver des projets qui ont qui embarquent la thématique carbone, évidemment, des projets qui embarquent la thématique biodiversité également, et puis on veut des projets qui fassent sens sur un territoire. C'est une composante importante aussi de notre démarche, c'est de se dire, oui, on veut financer des projets, oui, on veut derrière des réductions d'émissions, parce qu'on est content de les mettre derrière dans notre rapport CSRD, et puis parce que nos parties prenantes nous le demandent, on ne va pas se mentir, il y a aussi ce jeu-là dans la relation avec nos parties prenantes, mais on veut aussi être un acteur qui compte sur les territoires et qui finance des projets qui font sens. Quand on a des incendies en Gironde, on est content d'aller accompagner des projets de reboisement post-incendie. Quand on est sur des problématiques agricoles, on est content d'aller répondre aux problématiques vraiment sur un sujet territorial. Une solution dans le sud-est de la France ne sera pas la même que dans le nord de la France, et ça, on essaie vraiment de l'embarquer dans nos choix de projets. Et puis je vous le disais, l'accompagnement sur de la rédaction de méthodologie, pourquoi on y est aussi très attaché, tout simplement parce que je vous le disais, on était à l'initiative du label bas carbone. Le sujet pour nous, c'est pas d'être à chaque fois référencé en disant le groupe La Poste, la Banque Postale, on est les meilleurs sur le label bas carbone. Il est plutôt de dire regardez ce que font des groupes comme le nôtre et regardez où est-ce que ça nous mène et pourquoi on le fait. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous expliquer que ça se passe bien quand on va financer des projets label bas carbone et que c'est des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer pour contribuer positivement et pour aller un peu au-delà de tout à l'heure ce qu'on disait, l'indice de contribution. Et puis la biodiversité, là je voulais parler label bas carbone, plutôt des dispositifs en faveur du carbone. On est aussi très attentif et de plus en plus, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, au sujet de la biodiversité. On a toujours regardé la biodiversité sur l'ensemble des projets qu'on finance, parce que ça nous semble faire sens, et puis parce que les 2 thématiques sont liées, on évite de penser
de siloter nos différentes contributions. Mais depuis plusieurs années, on est aussi très, très acteurs de dispositifs qui sont en train d'émerger. Il y a les SNC2R avec la Caisse des dépôts. Il y a le Fonds Nature Impact du VVF qu'on finance également, et on était un acteur à l'initiative du dispositif. Il y a cette méthodologie avec Noé qu'on est très heureux et très fiers d'accompagner. On est très fiers qu'Agotera ait pensé à nous d'ailleurs. Et voilà, on se dit vraiment... sur le carbone, ça y est, les éléments se mettent en place, on a des labels qui sont reconnus, des référentiels sur lesquels on peut s'appuyer. Que faire maintenant sur la biodive? Et c'est là où on est en accompagnement. Là, vous avez effectivement un zoom sur un des projets qu'on avait accompagné. Peut-être Mathieu, tu le connais mieux que moi et tu peux peut-être le présenter. Avec plaisir, merci beaucoup Elodie. Alors effectivement, on va essayer d'aller dans le concret, parce que de toute façon chez Agotera, c'est ce qui nous intéresse. On a pris une des 17 fermes financées par Banque Postale. Donc c'est la ferme de Christophe, qui est située à Forges, une ferme en grande culture, diverses cultures comme avoine, blé, colza. Et en fait, c'est une ferme qui s'est engagée dans le cadre du label bas carbone uniquement sur des projets de séquestration. Donc on parle de stockage de carbone et de CO2 séquestré. Donc vous voyez son objectif sur 5 ans, c'est 1248 tonnes séquestrées, et il y a 20% qui ont déjà été réalisés. Et ce qui nous intéresse, et c'est la seule suivante, c'est finalement son impact et regarder l'impact holistique de ces changements de pratique. Alors il y a un truc que fait très bien le label bas carbone, c'est les 3 premiers items: couverture du sol, travail du sol, fertilisation azotée. C'est déjà très bien valorisé dans les méthodologies et très bien mesuré. Et donc nous, à Agotera, on a un suivi dynamique. On a une plateforme pour suivre nos agriculteurs partenaires, et ça permet derrière de remonter dans le reporting des entreprises comme Banque Postale qui peuvent le valoriser. Et c'est aussi important d'avoir un ROI très concret pour justifier des tels niveaux de financement. Là où on pense qu'il y a des choses à challenger, c'est sur les indicateurs de diversité de culture, donc sur la ferme, et notamment sur les 2 derniers, l'IFT, donc l'indicateur de fréquence de traitement, où là la dimension phytosanitaire n'est pas assez bien valorisée dans le cadre du label bas carbone, très peu de référentiels, très peu de recherche scientifique sur cette partie-là, alors qu'on sait que ça a un impact majeur sur la biodiversité. On l'a vu avec l'effondrement notamment des insectes. Et également, le label bas carbone aujourd'hui ne suit pas de manière dynamique les IAE. Les IAE, c'est les infrastructures agroécologiques, et notamment dans le projet de Christophe, il va faire de l'agroforesterie, mais on ne le valorise pas, donc il n'a pas de rémunération supplémentaire. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on sait que planter des haies, faire de l'agroforesterie, eh ben, on régénère des écosystèmes massivement au niveau local. Donc on souhaite travailler sur ces 2 aspects. Il y a un deuxième aspect sur lequel on souhaite travailler, c'est sur la dynamique. En fait, la dynamique, on se rend compte que les projets aujourd'hui, donc on suit 3000 projets carbone chez Agotera de manière dynamique avec une plateforme, avec ses scores. Et en fait, on est assez déçu de la dynamique biodiversité. Certes, il y a des liens entre les pratiques carbone et l'impact biodiversité, mais souvent on peut aller plus loin. Et c'est notamment le cas de Constance, la diversité cultivée. Pardon, et j'y reviendrai juste après sur cette partie-là, pardon. Non, tu peux revenir sur la méthodologie. Je donnerai un exemple juste après. Hop, tu peux revenir là. Et en fait, du coup, désolé, c'est moi. Et en fait, donc, l'objectif et la vision qu'on porte aujourd'hui avec Noé. Noé, pour rappel, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans. Ils sont 200 experts techniques sur le terrain. Ils accompagnent 65 000 hectares déjà de terres agricoles dans la transition. Et nous, à Agotera, vous l'avez compris, on est champion de suivre et engager des agriculteurs partout en Europe, 3000 agriculteurs déjà, et on le fait via le financement des entreprises engagées. Et pourquoi on s'est associé? Déjà, l'objectif, c'était de développer la biodiversité dans ces démarches d'agriculture régénératrice, avec des indicateurs précis et scientifiquement prouvés. Et le deuxième objectif, c'est plus de rémunération pour les agricoles, ce qui est un petit peu notre obsession. Et on veut à la fois rémunérer sur le carbone, ce qu'on fait déjà très bien, et rémunérer de manière supplémentaire les agriculteurs qui ont un impact sur la biodiversité. Alors comment ça se fonctionne? Désolé, ce schéma est assez lourd.
mais c'est assez simple en fait. On a 5 ans pour opérer une transition. On fait un diagnostic initial, comme pour une entreprise. On met en place un plan d'action sur les leviers biodiversité carbone, un plan de formation également avec des partenaires terrain. Et en fait, chaque année, on suit. On suit quoi? On suit une trentaine de leviers sur la partie réduction des émissions et sur la partie stockage carbone. Et on va plus loin que le label bas carbone en ajoutant en fait des infrastructures qui vont être favorables pour les pollinisateurs. Et notamment, un exemple, améliorer les couverts d'interculture. Donc on sait que les couverts, c'est très important de couvrir ses sols. On l'a vu qu'avec Marc-André. Mais par contre, on peut faire des mélanges, des couverts mellifères. Notamment sur la ferme, on utilise beaucoup la facélie et la moutarde, qui va permettre de booster au niveau local, Gavin Dask, ces insectes de manière significative. Et il y a un autre sujet, et c'est juste après... on peut vraiment travailler dans biodiversité, il y a diversité. Et là, je voulais prendre une étude qui est absolument canon, puisqu'ils ont fait près de 55 000 expérimentations sur 85 ans, et qui prouve que la diversité des cultures, on gagne à tous les niveaux, quoi. On gagne sur les rendements, on gagne sur la biodiversité, on gagne plus 50% sur la qualité de l'eau, on réduit nos risques, on est plus résilient, et on améliore la qualité de nos sols. Et donc voilà, peut-être, oui, et sur la ferme, du coup, nous, on a vachement boosté cette diversité des cultures. Aujourd'hui, enfin, sur cette récolte, on a 14 cultures. On a des fleurs, on a de l'orge, on a du lin, de la pomme de terre, de la betterave. Et en fait, le fait d'avoir une rotation hyper diversifiée, ça nous permet aussi de minimiser les risques, parce que parfois, une culture, notamment il y a 50% de la ferme qui est en bio, et du coup, on permet d'amortir nos risques. Et donc, peut-être pour vous parler de la vision, et puis ensuite prendre quelques questions, et puis on invitera sûrement Noé sur les aspects un petit peu plus techniques. La vision qu'on a, c'est déjà de faire bouger les lignes. Et merci déjà à Banque Postale de nous faire confiance, parce que c'est vraiment confiance, parce qu'on va un petit peu en terre inconnue, et on sait qu'on va rencontrer des difficultés. On a l'objectif de la faire open source et de la publier d'ici début d'année. On va capitaliser sur notre expertise, mais pas que. On s'appuie en fait sur les experts de l'OBC aussi. Que vous avez vu derrière, il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, il y a Carbone 4, mais également les experts de l'IAPB qui ont accepté qu'on soit projet pilote, et donc qui vont être des organismes certificateurs pour nous permettre de générer des certificats de biodiversité qui permettent de notamment calculer ce fameux ROI qui est nécessaire pour massifier les financements d'entreprises. On travaille, nous, depuis le début, et c'est notre obsession, sur la juste rémunération de la transition. Et donc là, on va travailler sur la juste rémunération de l'approche et de l'impact holistique de l'agriculteur. Et ensuite, et c'était le point de ma plénière, on cherche à diversifier et à lancer des projets pilotes. C'est-à-dire qu'on a déjà certaines filières qui sont sécurisées, comme sur la betterave. On a des partenaires techniques, mais on veut aller sur d'autres cultures pour faire des tests, remonter de la donnée et publier une méthodologie open source qui puisse s'appliquer à tous et à toutes. Merci beaucoup, et puis on prend les questions avec grand plaisir. On a un quart d'heure de questions. Est-ce que vous pouvez bien parler dans le micro? On aura un replay. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis agriculteur et ça me parle de voir votre expérience, vos essais aussi. Quand vous parlez de votre exploitation, en disant la biodiversité c'est important et ainsi de suite, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une chose qui me paraît importante aussi d'avoir dans le viseur, dans tout ce qu'on peut accompagner comme démarche, c'est la partie concrète aussi du métier, que vous connaissez certainement. Et par rapport aux IFT, c'est un simple exemple, mais par rapport aux IFT, c'est un indicateur qui est très intéressant, qu'il ne faut pas éloigner non plus de la saison, du concret. Un exemple tout simple, pommes de terre. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait de fongie avec des pommes de terre qui font 20 cm, parce qu'il fait sec, pas de pression mildiou. L'année dernière, au même stade, on avait fait 4 passages déjà. Donc, quand on est malade, nous, simples citoyens, on se soigne,
Parfois, on nous sursoigne, on nous donne des antibiotiques alors qu'on n'a pas besoin, ainsi de suite. Bon, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas oublier que dans l'agriculture, il y a des tas d'agriculteurs, il y a des tas de sujets, de personnes différentes. Et donc, tout le monde n'est pas capable, par son expérience, entre les jeunes, ceux qui démarrent, ceux qui sont expérimentés, qui peuvent prendre des risques. Il n'y a plus de prêt d'installation, on a épuré son truc. Donc chaque situation est vraiment spécifique. Et pour moi, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des exemples qui sont très intéressants. Il y a des tas d'agriculteurs qui disent « Punaise, moi j'aimerais bien réussir à faire ça. » Et en fait, je ne peux pas me permettre de le faire encore. Il y a des accompagnements, mais c'est vraiment important, à mon avis, d'avoir ça dans le viseur. Et un autre point aussi sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, par exemple, sur mon exploitation, 14 cultures différentes. Très bien. 14 cultures, c'est 14 itinéraires différents. C'est 14 interventions, 14 fois des interventions différentes. Quelqu'un qui a déjà 5 cultures dans notre région, je suis dans la région, dans la Somme, blé, betterave, pommes de terre, légumes, par exemple. Très bien. 4 cultures. À chaque fois, il y a 4 fois des choses à mettre en place. Vous multipliez ça par 2, par 3. Et en termes de logistique, je serais très intéressé de savoir comment vous menez en même temps des traitements. Si on est en bio, il y a quand même des traitements, mine de rien, du cuivre, machin, plein de... Tout ça, ça demande une logistique qui est aussi importante et il ne faut pas le perdre de vue par rapport à l'organisation d'exploitation aussi. Donc voilà, je pense que c'est important de l'avoir dans tous les conseils qu'on peut donner. Non mais totalement aligné avec vous sur ce point-là. En fait, on a déjà sur l'IFT, on cherche à trouver la justesse dans la construction de cet indicateur. Et c'est pour ça qu'on a en cours de méthodo, parce qu'on cherche avec l'association Noé de trouver le bon équilibre. On est agriculteur, il faut traiter. Parfois, on doit sortir le pulvé pour bonne raison, pour des risques de rendement. Et l'année dernière, ça a été catastrophique. On a dû passer notamment beaucoup parce que l'année dernière, on a eu énormément d'humidité, beaucoup de pluviométrie. Et d'ailleurs, ça a beaucoup impacté les rendements puisque nous, on a eu à peu près moins 20%. Et donc, ce qu'on ne dit pas, c'est d'arrêter. Et justement, il faut qu'on trouve le juste milieu sur les traitements. Il y a aussi des traitements phyto. Et c'est un indicateur complet qu'on souhaiterait trouver. Et on est en train de faire des expérimentations pour justement trouver la justesse là-dedans. L'important pour moi, c'est dans l'interprétation. Je peux ramener au contexte. Ouais. Mélanie, on te laisse... Ouais. Si je peux apporter un complément, donc Mélanie de l'association Noé, dans la méthodologie des certificats biodiversité, qui n'est pas encore terminée, l'exercice a été l'année passée d'établir une première liste de bonnes pratiques par grande thématique. Il y a une quinzaine de thématiques en gros, et dans les thématiques liées au système de production, on en a une sur les phytosanitaires, où pareil, on s'est posé ces questions-là avec les mêmes problématiques. Dans le groupe, il y avait des entreprises, il y avait des agriculteurs, il y avait nous, on était un peu représentants société civile aussi. Donc en fait, on s'est posé ces questions-là. L'idée, c'était aussi de rester sur une approche bonne pratique, de ne pas avoir trop d'indicateurs, mais choisir le bon. Pourquoi pas faire des agrégations entre indicateurs existants. Pour l'instant, globalement, avec tout l'état de l'art sur lequel on s'est appuyé, il y a quand même pas mal de convergence autour du choix de l'IFT. Ouais, mais c'est juste pour vous donner. Mais comme de toute façon, les listes, mais vous avez raison. Et les listes, elles sont publiques et vous pourrez regarder plus de détails. C'est intéressant, on pourra en reparler si vous voulez. Et sur l'IFT, globalement, il y a des projets de recherche qui ont cherché un peu à poser des seuils pour pouvoir attester si l'IFT, pour la biodiversité, sur certains taxons de la biodiversité, est trop élevé, moyen, faible, pour aller au-delà de juste se comparer à des IFT de moyenne régionale ou autre, aller vraiment sous cette lecture pour la biodiversité, comment je dois traiter le sujet en fait sur l'exploitation. Et c'est pas simple. Et même sur les notions de toxicité, on n'a pas encore, on n'a pas de métrique vraiment qui évalue super bien la toxicité sur toutes les espèces présentes en milieu agricole. Enfin, c'est très compliqué. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment travail en cours qu'on va affiner au fur et à mesure. Et d'où l'intérêt des projets pilotes aussi, pour tester le terrain et avec les agriculteurs. Oui, attendez, Jeanne. Je veux juste savoir, je peux parler fort. Parce que c'est enregistré du coup.
Merci. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si vous recherchiez des projets pilotes en viticulture, agroforesterie. Tu me tends une perche, je la prends. Viticulture est inclus ou pas dans le périmètre? Alors pas... Ouais, vas-y, Mélanie. Peut-être Mélanie vient... Ouais, viens. Ouais. Oui. Du coup, la viticulture pour les certificats biodiversité, pour l'instant, elle n'est pas dans la grille. En fait, on était répartis en différents groupes de travail. On a un groupe de travail milieu agricole Europe occidentale, qui est quand même très large du coup. Donc, on s'est concentré d'abord sur, disons, les systèmes plutôt végétaux, Europe occidentale, mais est prévu d'ajouter des thématiques spécifiques à la vitie, à l'arboriculture et à l'élevage pour valoriser les prairies aussi. Donc, à horizon, je ne sais pas. Je pense... en fait, cette année, là, ça va être... déjà, on va tester la grille sur les systèmes végétaux. Ouais. Oui. On pourra se renseigner si vous voulez. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Juste une petite remarque aussi. Je trouve ça très agréable d'entendre parler de juste rémunération et pas de prime. Donc ça, c'est déjà très intéressant, puisque du coup, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Marc Dufumier, qui est professeur émérite ici, qui parle de ça depuis déjà pas mal d'années, comme quoi les paysans devraient être rémunérés pour l'entretien du paysage. Donc je suis très heureuse de voir ce terme-là dans votre proposition. Moi, j'avais simplement une petite question sur, juste pour revenir sur la bonne articulation. Enfin, j'ai pas tout à fait compris l'articulation entre, d'un côté, les financeurs. Donc, j'ai bien aimé votre schéma, mais il est passé un peu vite et j'ai pas eu le temps de bien voir tout. Quelle est l'articulation entre le financeur et le paysan? Est-ce que, du coup, Agoterra fait l'intermédiaire? Donc voilà, c'était juste ma première question. Et ma deuxième question, tout à l'heure, vous parliez aussi de polyculture élevage dans vos expérimentations. Est-ce qu'aujourd'hui vous introduisez aussi ça? Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets en grande culture. Est-ce que vous avez des projets d'élevage aussi en accompagnement chez Agoterra? Merci. Ah oui, pardon, c'est avec le micro là. Merci pour tes questions et belle référence, Marc. Pardon, excuse-moi. Oui, alors tu demandais comment se passait déjà le modèle de fonctionnement au niveau financement. Effectivement, nous, on travaille avec des entreprises qui vont nous faire confiance pour engager différents agriculteurs dans une démarche de transition sur 5 ans. Et nous, on va rémunérer les agriculteurs au fur et à mesure de leur transition. Donc chaque année, on a un audit annuel, une mesure de données, et en fonction de l'impact réalisé sur la ferme, donc qui est mesuré en termes d'impact carbone et demain en termes de biodiversité, si l'agriculteur atteint son objectif, et bien ensuite il va être payé 20% par an. Et nous on va reverser au fur et à mesure. Et à la fin, on a un audit final, on a Bureau Veritas qui vient constater la mise en place des pratiques, et les pratiques vont être certifiées, et ces pratiques vont nous permettre de générer aujourd'hui des crédits carbone et demain des certificats de biodiversité. Pour répondre sur tes questions de polyculture élevage, aujourd'hui, nous, on accompagne dans les 3000 agriculteurs, on a à peu près 40% en grande culture, 40% en élevage, et ensuite, c'est de l'autre. Et dans l'autre, il y a de la vitie, effectivement, mais on a également beaucoup d'arboriculture, et qu'on travaille dans les chaînes de valeur, notamment de Innocent, peut-être que vous connaissez les smoothies. Oui, juste une petite précision, j'aurais été intéressé d'avoir la réponse à la question de monsieur où il disait comment tu gères 14 cultures sur ton exploitation, ça c'est le premier. Et la deuxième chose, c'est que par rapport à la biodiversité, est-ce que vous allez le concevoir comme un bonus par rapport au carbone, ou est-ce que c'est un vrai certificat biodiv, et dans quel cas, quelle est la différence avec les travaux qui sont en cours avec le MNHN et Carbone 4 sur les certificats biodiv?
Ouais, pour gérer effectivement les 14 cultures, c'est un petit challenge. Y a un ouvrier agricole qui aide, hein, du coup, forcément. Donc c'est une petite logistique, un petit bonus en plus, on va dire, qu'on a sur la ferme. Et ensuite, aujourd'hui, comment on conçoit la rémunération, c'est vrai qu'on a essayé d'aborder les choses de manière pragmatique. Donc aujourd'hui, on souhaite, en tout cas pour les projets pilotes, cumuler une rémunération carbone, nous qu'on mesure et qu'on maîtrise très bien puisqu'on a un historique de 5 ans et de 3000 fermes, et adosser à ça, en surplus, une rémunération supplémentaire pour les pratiques biodiversité qui vont être mises en place à l'échelle de la ferme. Je prends un exemple, l'agriculteur va être par exemple rémunéré pour son stockage carbone lié à des couverts végétaux, plus si demain il met un couvert qui va être favorable aux insectes pollinisateurs. Ensuite, du coup, on a une prime, notamment pour à la fois rémunérer les coûts supplémentaires liés à cette pratique, mais également les risques que ça pourrait éventuellement impliquer. Et donc, on a plutôt une approche holistique Mais Mélanie, tu peux... Oui. Pour te compléter, sur la fin de la deuxième question, l'initiative avec le muséum, le Carbone 4 et les certificats biodiv, c'est la même en fait. Là, les certificats biodiv, la grille dont je parlais tout à l'heure, on l'a travaillé dans notre groupe de travail milieu agricole, mais là, en ce moment, elle passe à la moulinette de notre consortium scientifique, qui est essentiellement composé de personnes du muséum d'ailleurs, et qui vont travailler à l'évaluation en fait un peu de l'efficacité de ces bonnes pratiques-là que nous on a identifiées les unes par rapport aux autres pour chacune des thématiques. Ouais, exactement. Le mieux c'est de mettre peut-être un petit schéma. Donc en fait on a les contributeurs dont la Banque Postale et d'autres. Nous à Gotera en tant que tiers de confiance on fait banque des transitions, donc on fait circuler les fonds vers des agriculteurs qu'on engage à la fois sur la partie carbone et sur la partie biodiversité. Par contre, nous, avec Noé, on travaille vraiment sur la partie méthodologie scientifique, mais on ne veut pas être jugé parti. Donc, on ne va pas venir auditer nos propres projets, ni les certifier. Et pour ça, on s'appuie en fait tout simplement sur le label bas carbone, qu'on connaît très bien, puisque c'est ce qu'on fait depuis maintenant 5 ans, mais sur la partie biodiversité, les tiers de confiance, finalement, les organismes certificateurs, ça va être effectivement l'OBC. Donc derrière, c'est l'initiative du Muséum d'Histoire Naturelle et de Carbone 4. Et on a également l'IAPB qui nous a choisi pour être le premier projet pilote en France et donc faire remonter de la donnée pour derrière certifier, ou pas, hein, mais dans l'idée, la certifier, cette nouvelle méthodologie qui est en cours de réalisation. On va prendre 2 dernières questions rapidement. Bonjour, merci beaucoup. Moi j'avais juste une question parce que vous parlez d'un plan de transition sur 5 ans. Et donc, pour la biodiversité, ça veut dire que vous prenez en compte uniquement la modification des pratiques, ou alors est-ce que vous valorisez aussi le maintien de pratiques bénéfiques sur le long terme, ce qui permettrait du coup aux agriculteurs de recevoir des financements tous les ans, même s'ils ont arrêté de changer leurs pratiques. Merci. La philosophie de la grille de l'OBC, c'est de répondre à ces 2 enjeux-là, à la fois de valoriser l'existant qui des fois est très, très bien fait, et du coup d'avoir cette sorte de rémunération pour service rendu à l'agriculteur. Et l'autre, la grille, elle est aussi là. En fait, chaque thématique est décomposée en 5 niveaux. Niveau 5, c'est le summum super interne, mais on va le vérifier cette année, qu'il soit atteignable quand même, ce niveau 5. Niveau 0, après, on les dégrade au fur et à mesure. Et niveau 0, il y a quand même un apport, c'est pas respect du cadre réglementaire, il y a quand même un apport bénéfique pour la biodiversité qui est recherché. Et en fait, ça peut être un peu une feuille de route aussi pour, au fur et à mesure du projet. Moi, j'imagine avoir une valorisation derrière. Je commence en année 1, je suis niveau 1, et en fait, il s'avère qu'en année 5, j'arrive au niveau 4. Voilà. Bon, après, le mécanisme derrière du financement associé à telle bonne pratique, tout ça, c'est pas encore construit, hein, donc la méthode est en cours. Ouais. Monsieur là-bas qui a une dernière question. Ouais. Bonjour, Jules Castro, Live Adventure. J'aurais une question pour Elodie, parce qu'on travaille tous avec des banques et on essaye tous de les faire mettre des sous dans la biodiversité, dans le carbone. On y arrive plus ou moins. Est-ce que c'est un centre de coût pour vous ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement va être traduit d'une manière marketing vis-à-vis de vos clients et mis en valeur par vos équipes commerciales ?
Non, pour l'instant, c'est uniquement un centre de coût pour nous. Il y a un sujet notamment avec nos équipes marketing de se dire comment intégrer cette contribution dans nos offres. C'est pas une volonté du tout sur laquelle on pousse nous côté direction RSE. On le fait pas pour ça. On préfère axer nos offres sur le fait qu'on va demain renoncer à certains types de financement, d'investissement, qu'on est en train de réinterroger notre modèle plutôt qu'au fait qu'on contribue. On essaie vraiment de le dégager. Aujourd'hui, c'est simplement un centre de coût. Et j'espère que ça va le rester. Non, j'ai pas de recette magique si ce n'est un top management engagé et convaincu. Moi, j'avais une question pour Mélanie. Après l'année 4, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut continuer à avoir des contributions pour la biodiversité si on continue de tailler nos haies, d'empêcher que les haies aillent sur la route de notre voisin, qu'on continue d'aider les pollinisateurs en ayant du couvert continu et à envoyer des papillons et des pollinisateurs chez notre voisin? Oui, c'est une très bonne question. Le modèle en 5 ans, on l'a calé sur le modèle existant d'Agoterra. Donc c'est un peu, on s'aligne un peu sur du sur-mesure comme ça. Après sur la grille vraiment à 100% parler de certificat biodiversité de l'OBC, dans notre groupe de travail, en tout cas moi j'ai pas eu l'information, on n'a pas encore tranché vraiment sur les conditions de périmètre spatio-temporel aussi pour appliquer la grille et après qu'elle soit auditable et que après des mécanismes de financement soient enclenchés derrière. Quand on l'abordait, en tout cas dans la déclinaison qu'on a eue des bonnes pratiques dans chaque thématique, il y en a certaines qui mentionnent une sorte d'état des lieux par rapport aux années passées, par rapport à l'instant T qu'on regarde là lors de l'audit. Il n'y a pas de mesures qui visent à être suivies sur plusieurs années, absolument. En tout cas, ce n'est pas écrit exactement comme ça à chaque niveau. Donc voilà, ça sera précisé dans les prérequis et on s'appuie aussi, on a laissé aussi beaucoup de questions aux scientifiques qui nous appuient derrière pour pouvoir affiner justement ces questions de périmètre-là. Voilà. Merci beaucoup. On n'a plus le temps pour des questions si vous voulez prendre une petite pause. Donc merci pour votre participation.